Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, pour ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, créer et plus encore. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous tous. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que j'ai décidé de parler de voyage, et plus précisément des voyageurs et des voyageuses solitaires qui décident de partir au bout du monde avec leur sac à dos. J'ai décidé de parler des idées reçues, des angoisses qui peuvent freiner au fait de partir en voyage, et des peurs qui sont souvent présentes, trop présentes, et qui retiennent certains de sauter le pas. Et du coup, on parlera de comment se préparer, comment s'y prendre, et en espérant peut-être convaincre certains de sauter le pas et de pouvoir dépasser les peurs pour certains. Donc pour ce premier épisode, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. J'avoue que c'est un petit peu l'appréhension pour moi. Je vais essayer de voir de quoi ça sera fait et parler comme ça vient, en essayant d'être assez précise sur les idées que j'avais envie de communiquer. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais toujours eu la peur de voyager à l'étranger. Je n'ai jamais, dans mon enfance, voyagé du tout, d'ailleurs. Tout simplement par manque de ressources financières, malheureusement. Donc je voyais mes camarades et mes copains partir à droite, à gauche, en tout cas hors de la France. Et moi, j'étais cantonnée aux régions françaises, franco-françaises, sans sortir du petit territoire. Et j'avoue que ça a toujours été un rêve pour moi d'un jour voyager, parce que j'ai des parents qui ont beaucoup voyagé dans leur jeunesse, avant de se connaître. Donc j'ai grandi avec dans la maison des décorations de colliers de coquillages que maman avait ramenés de Tahiti, les photos d'elle sur la plage en maillot de bain à Bora Bora, les photos trouvées au fond des carnets quand mon père était au Mexique. Donc voilà, plein de choses qui faisaient que je savais que mes parents avaient été des grands voyageurs, on va dire, qu'ils avaient vécu pas mal de temps à l'étranger, chacun de leur côté. Et voilà, donc j'étais un peu rêveuse à l'idée de un jour moi aussi je voyagerai. Quand on aura des sous, on voyagera. Quand on aura de l'argent, on voyagera. Bon, cet argent n'est jamais tombé du ciel, malheureusement. Donc, il n'y a pas eu de voyage quand j'étais jeune, mis à part une excursion une fois aux Pays-Bas chez une amie de mes parents. Et une fois en Espagne avec un groupe scolaire. Donc voilà, vraiment cantonné au plus proche, mais jamais loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre de l'année dernière, j'étais embauchée dans mon premier emploi, donc mon premier salaire de grande fille. Et tout le monde, enfin tous mes collègues, commençaient à regarder un petit peu les destinations où ils partiraient dans quelques mois, en posant leurs congés en fonction des voyages qu'ils avaient envie de faire. Et j'entendais, moi je pars en Inde 3 semaines, moi je pars là-bas 3 semaines, moi je pars en Tanzanie l'été prochain, moi je pars au Guatemala en mars, comme si c'était normal en fait. Et ça me paraissait complètement fou de pouvoir se dire, ok, j'ai envie de partir, je pars. Ça me paraissait fou, et en même temps, j'avais toujours rêvé de pouvoir dire et de pouvoir faire, ok, je prends un billet, je prends mon sac à dos et j'y vais, en sachant que je sais aussi que j'ai une grande peur de l'inconnu et de ce que je ne maîtrise pas, et que ça fait partie d'un travail sur soi, je pense, que d'oser partir à l'étranger sans ses repères, sans son chez-soi, sans la même langue maternelle qui peut être rassurante. Et je sais que ça fait très peur en fait, et je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais en novembre, quand je voyais ces gens, mes collègues commençaient à comparer les prix des avions, etc., ça m'a fait un truc, et je me suis dit, mais mince, merde, excusez-moi pour la vulgarité, mais j'avais envie de faire pareil. Et j'avais envie de dire, de toute manière, je me prends tellement la tête sur tellement de choses, et je dépense tellement peu d'argent au quotidien pour me faire plaisir, ou je veux dire, je sors pas autant que les autres, je fume pas, donc déjà des économies de fou, je bois pas d'alcool, je suis pas apéro, je suis pas sortie, etc. Du coup, finalement, toutes ces économies que je fais, c'était trop dommage de pas pouvoir, pour une fois, dire, ok, cet argent, je le mets dans un truc énorme,
qui coûtera peut-être plus cher, mais dont je me souviendrai toute ma vie et dont je serai super fière. De l'avoir fait déjà pour moi personnellement et pour dépasser des peurs ou des choses ou des a priori ou des... Voilà, me dépasser. Parce que je sais que de toute manière, quand on a des peurs, tant qu'on reste derrière, on ne peut pas avancer. Et ça vaut pour tout, enfin, j'en suis convaincue. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur beaucoup de choses, mais je sais qu'à chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, c'était le bonheur total. Après, avant, ça fait peur, mais après, c'est bien. Et du coup, je me suis dit, ok, je pourrais partir avec quelqu'un, mais je sais très bien que si je me mets à attendre, comme j'ai toujours fait, de trouver la bonne personne avec qui partir, ça sera pas aussi... Je serai pas libre. Je serai pas libre, je suis même pas sûre de trouver la personne. Et dans tous les cas, ça serait trop compliqué à se mettre d'accord sur tout le temps, etc. Et je me suis dit, de toute manière, tu vas pas passer ta vie, Marie, à attendre de trouver la bonne personne pour partir avec elle, pour partir. Donc ça sert à rien d'attendre parce que ça n'est qu'une excuse pour ne pas se lancer. Et je me suis dit aussi, de toute manière, tu n'es pas la seule à l'avoir fait de partir seule. Il y a des centaines, des milliers de gens qui partent tous les ans à l'autre bout du monde. Et tu ne seras pas la première, tu ne seras pas la dernière. Et du coup, je me suis dit, ok, si je pars seule, où est-ce que je pars ? J'avais toujours été attirée par les pays d'Asie et je me suis dit, ok, ça sera par là. Ensuite, il fallait que je prenne le facteur risque, le facteur je suis une femme, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi et aller dans un pays qui, on va dire, craint ou en tout cas qui est moins sécure pour une femme. Et j'ai un peu cherché sur internet et j'ai rapidement vu qu'effectivement la Thaïlande était apparemment le pays le plus sécure pour une femme, surtout pour un premier voyage parce que c'est très simple, parce que les gens sont prêts à t'aider, ils sont... Enfin, tout est facilité pour des touristes si tu prends quelques précautions et même pour les femmes c'est très très sécure, il n'y a pas de risque. Et puis ce qui était pratique aussi c'est qu'il n'y avait pas spécialement de vaccin obligatoire ni de médicaments obligatoires à prendre et ça m'arrangeait fortement parce que je suis plutôt contre les médicaments et plus il y a un pays où il y a des trucs, des vaccins obligatoires, moins ça me plaît. Et puis ça demandait plus de préparation, enfin j'avais pas envie non plus de me prendre la tête, j'avais envie quand même de me faciliter les choses. Du coup je me suis dit ok, Thaïlande c'est bon, c'est coché, je sais où est-ce que je pars, on était mi-novembre. Donc je commence à regarder un petit peu les billets d'avion. Je savais déjà aussi la période à laquelle j'allais partir à peu près, parce que il fallait se référer surtout au temps, enfin à la météo. Je sais que quand on veut partir en Thaïlande, le temps idéal, enfin la période idéale c'est fin décembre jusqu'à début avril maximum. Après il fait trop chaud et puis après vers juin juillet on entre dans la période des pluies. Donc si je voulais avoir du beau temps sans étouffer de chaleur, c'était entre janvier et avril maximum. Et de là, j'ai un petit peu regardé en comparant les prix en janvier, en février, en mars pour faire varier les tarifs. Et j'ai rapidement vu cerner en tout cas des dates où il y avait effectivement une baisse à nouveau des prix sur le mois de mars. Donc du coup je me suis dit bingo, je vais regarder par là. On était, donc là ça c'était en 3 jours que j'avais fait ça sur mes pauses déjeuner. On ne dira rien, parfois c'était pas sur mes pauses déjeuner, mais chut. Et je suis tombée sur le site, alors pour noter c'était Qatar Airways, pardon. Si vous voulez partir en Asie, je trouve que c'est une très bonne compagnie au niveau prix et au niveau qualité. Donc Qatar Airways, je suis allée dessus, j'ai fait varier les dates, mais je suis restée tout le temps sur ce site. Et j'ai trouvé un billet. Aller-retour, Paris-Bangkok, du 10 au 26... Non, du 10 au 26 mars, de mémoire, qui était à 460 €, aller-retour. Et j'avais le cœur qui battait, et je sais plus, on était peut-être un mardi. Je me suis laissé le temps d'y réfléchir, j'ai rien dit. Le vendredi matin, j'ai pris les billets. Et de là, en fait, c'était waouh. Enfin, je savais pas ce que j'avais fait, je stressais pas encore, mais je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et puis je me suis dit, bon bah ça y est, t'as ton billet aller, t'as ton billet retour, bah c'est fait. Alors, certes, je suis pas obligée de me traîner jusqu'à l'aéroport, je peux très bien ne pas y aller, mais c'était fait, c'était acté, j'avais les billets. J'avais pas encore de passeport, j'avais rien,
j'avais juste les billets. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, ça y est, tu l'as fait, tu peux plus reculer en fait. Et c'était génial comme sensation. Et je pense même que quand on voyage comme ça seul et qu'on fait tout de bout en bout, l'avant-voyage est presque plus excitant que le voyage en lui-même. Parce que c'est un vrai projet qu'on a, c'est toute une organisation à penser, on se rêve déjà là-bas, mais en même temps on ne sait pas, on n'a jamais fait, on va être seul, etc. Donc c'était génial comme sensation. Donc maintenant que j'ai un petit peu posé le décor, j'aimerais un petit peu revenir sur les peurs qui reviennent souvent et qu'on entend chez les gens et qui retiennent beaucoup de voyager et que j'ai aussi entendu quand j'ai dit que je partais seule en Thaïlande. Bon déjà on m'a sorti le mais t'imagines t'es une femme, il peut t'arriver quelque chose. Ok, alors petit 1, ouais, je suis une femme, ok, je pars à l'étranger toute seule, mais quand je rentre le soir toute seule, c'est pareil, j'ai pas plus de risques là-bas qu'ici à Paris de me faire agresser, violer, renverser par une voiture ou par un tuk-tuk là-bas. Je veux dire, c'est pareil, c'est pas parce que vous partez à l'étranger que les risques sont amplifiés. Je veux dire, enfin surtout ici, aujourd'hui, en France, ou en tout cas en ville ou à Paris, tu prends plus de risques à rentrer le soir à minuit dans ta rue sombre, je peux t'assurer, que d'être à l'autre bout du monde en Thaïlande entouré de touristes. Enfin, c'est aberrant de penser que tu risques plus en étant loin. C'est vraiment une idée préconçue que les gens ont. Ensuite, pour le fait d'être une femme, ben malheureusement, oui, il y a des pays où c'est le cas, où effectivement être une femme c'est beaucoup plus dangereux. Je pense à l'Inde, où clairement, même quand tu pars entourée, c'est hyper dangereux de partir en Inde pour une femme. Et je recommanderais à personne de partir seule. Et déjà, même accompagnée avec juste une personne, si t'as pas à côté des guides ou un encadrement plus, on va dire, sécurisant, moi personnellement, je recommande pas. J'ai entendu puis je pense que je suis pas la seule à avoir vu aux infos, etc., des agressions, même alors, enfin, sur des femmes alors même qu'elles étaient entourées, etc. Enfin, vraiment l'Inde. Et puis apparemment, c'est un pays qui est assez choquant. Donc voilà, après, sur le principe qu'il y a des pays plus dangereux que d'autres pour les femmes, ok, mais après, non, je veux dire, on risque pas plus à l'autre bout du monde que dans Paris le soir, ou même en sortant du travail, ou entre deux rues, parce qu'on tombe sur un malade mental qui a décidé que c'était toi, et puis voilà. Hein. Ensuite, je pense qu'il y a aussi souvent, ce qui nous retient beaucoup, c'est la peur de l'inconnu, la peur de lâcher prise, d'avoir plus ses repères parce que finalement métro, boulot, dodo, son petit cadre quotidien, la langue qu'on l'on parle, qui nous rassure, on se dit que voilà j'ai mes repères, je suis dans mon pays, je risque rien, j'ai papa maman pas loin ou pas, j'ai de la famille, j'ai mes repères, j'ai ma maison, j'ai mon chez moi, j'ai mon confort, j'ai ma douche chaude, j'ai l'électricité. Et tout ça, c'est tout plein de repères qu'on a autour de nous et qui nous réconfortent dans l'idée qu'on est en sécurité et qui vient finalement d'une peur, je pense, très enfantine, qui est de l'ordre de l'inconscient, d'avoir peur d'être lâché dans la nature, d'être abandonné, d'être tout seul. Alors même que si on vit tout seul déjà à Paris, enfin moi c'est mon cas, je savais très bien que d'être toute seule ici ou toute seule là-bas, ça n'allait pas changer grand-chose. Mais effectivement, j'aurais plus les repères que j'avais construits tout autour de moi pour me rassurer, qui au final souvent nous enferment. Enfin, il faut le dire, tous ces repères, toutes ces habitudes, toutes ces petites manies qu'on a et qu'on ne voit même plus parfois, que ça soit de l'ordre du matériel ou des horaires, finalement on se dit je sais pas ce qui va se passer là-bas, j'aurai plus tout ça, j'aurai plus rien, j'aurai plus mon armoire avec mes vêtements, j'aurai plus mes crèmes, j'aurai plus mon machin, j'aurai plus mon voisin, ma voisine, mon cours de sport, mon supermarché que je connais, avec les produits que je connais, avec les prix que je connais, et on se dit mince, enfin ça fait peur. Et il y en a beaucoup du coup qui, sous prétexte des dangers, de la peur en avion, de la peur d'être malade, de la peur de perdre ses bagages, de la peur de communiquer, de ne pas savoir communiquer, se retiennent énormément et passent à côté finalement d'expériences mais incroyables parce que oui, ça fait peur, mais la sensation quand on a voyagé et quand on revient et quand on voit ce qu'on a fait et ce qu'on a vécu, mais ça vaut toutes les peurs du monde, franchement.
Après, on se demande si on va être capable, si on va pas perdre ses papiers. Alors, tout ça, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques dont je peux vous parler aussi, que j'ai mis en place avant pour me sentir prête, qui m'ont permis aussi de visualiser un petit peu l'avancée de mon voyage, sans non plus rentrer dans la parano. Moi, j'ai l'intime conviction qu'à l'instant où on cesse d'avoir peur, ou en tout cas à l'instant où on décide de la dépasser, ben, de toute manière, on éloigne les dangers qui auraient pu arriver. C'est-à-dire que je pense que quand tu passes ta vie à avoir peur tout le temps dans la rue, de gens qui peuvent t'agresser, etc., il y a comme une espèce de mauvaise étoile qui finalement t'attire les problèmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça fait quelques années, je pense que ça s'est fait sur sur l'évolution, sur mes évolutions, où en fait, je suis allée tellement loin parfois dans le mal-être, etc., que bah, je sais que j'ai rien à perdre en fait, et que de toute manière, si quelque chose doit m'arriver, ça doit m'arriver. Donc en fait, je pars du principe que je risque rien. C'est peut-être un peu bête et dangereux de ma part, mais je pars du principe que ok, tout va bien, tout roule sur des roulettes, ma bonne étoile est là, peace and love, il peut rien m'arriver parce que je me suis déjà tellement mise en danger en fait moi-même toute seule que de toute manière, ce qui peut m'arriver, ça peut pas être pire. Et du coup en fait, de ça, bah, il m'arrive très peu de choses mauvaises et à chaque fois je tombe sur des gens cool, je tombe sur des bonnes rencontres, il m'arrive des trucs à chaque fois dans le quotidien, même ici à Paris, des choses, enfin je veux dire, même avant j'avais un vélo, je me rappelle, c'est une anecdote qui a rien à voir, mais genre combien de fois j'ai laissé mon vélo sans cadenas parce que je l'oubliais et qu'il était posé sur une rambarde en pleine ville, à Toulouse notamment, et combien de fois j'ai retrouvé mon vélo, mais plusieurs heures après, qui n'avait pas bougé. Alors que, enfin, bon, là, vraiment, je tendais la perche pour me le faire prendre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il m'est toujours arrivé des trucs comme ça où finalement, je suis tellement naïve presque qu'il m'arrive rien, bah, qu'il m'arrive peu de choses. Donc, ça tombe plutôt bien. Du coup, je me suis dit, pareil, pour ce voyage, je me suis dit, bah, on verra, qui vivra verra. Ça peut que être trop cool. Et c'était trop cool, c'était génial. Donc, bon, pour revenir un petit peu sur le pratico-pratique, je pense que cet épisode sera en 2 épisodes parce que je ne sais absolument pas combien de temps je veux que ça dure. Mais je vois qu'on en est déjà à presque 20 minutes, donc je vais tâcher quand même d'éviter que vous passiez votre matinée à entendre ma voix, ou votre soirée. En tout cas, je pense que ce qui est important déjà de se dire, c'est que ok, vous avez vos billets d'avion, vous avez votre destination, maintenant il faut quand même être un petit peu... anticiper tout ce qui est administratif et qui est obligatoire, de l'ordre des papiers, de l'ordre des comptes en banque, comment vous allez faire là-bas, du budget que vous avez envie de mettre, la durée. Donc moi, je savais que je partais 10 jours. J'avais réussi à avoir des heures de vol qui faisaient qu'à l'aller, j'avais très peu d'escales à Doha, parce qu'en fait, c'était Paris-Doha au Qatar, et ensuite, il y avait un vol jusqu'à Bangkok. Donc j'arrivais à Bangkok, mais j'avais déjà dans l'idée que je resterais peut-être pas que à Bangkok, mais je ne savais pas encore. Déjà, avant de savoir ce que vous y ferez dedans, tâchez vraiment de préparer tout le reste, tous les trucs pénibles administratifs. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me suis fait une espèce de to-do list sur Excel, je ne sais plus comment j'avais fait, puis j'avais fait par catégorie. J'avais mis administratif, j'avais mis une catégorie, ce que je mettrais dans mon sac, une catégorie, les trucs un peu, vous savez, les affaires genre à prendre en plus qui sont pas de l'ordre vital mais qui vont me servir, genre appareil photo, penser au chargeur du portable, penser à vérifier s'il faut un adaptateur ou pas dans ce pays, enfin ce genre de trucs qui mine de rien, on n'y pense pas forcément, mais moi je me suis dit, je suis un petit peu peut-être perfectionniste et un peu maniaque, mais sur le coup c'est rassurant en fait de se faire une petite liste comme ça, de savoir qu'est-ce que vous allez devoir prendre et prévoir. Donc au niveau administratif, au niveau du sac, donc de votre sac, qu'est-ce que vous allez prendre dans votre sac, tout simplement, au niveau quantité de vêtements, déjà de se limiter, pas dire des culottes, ouais, ben tu vas te limiter ma cocotte à 3 culottes, parce que même si tu pars 10 jours, tu les laveras à la main, parce que c'est clair que tu vas pas passer ton temps à entasser des vêtements, surtout si tu as envie de ramener des choses, et en sachant que le poids est quand même limité en termes de bagages. Moi j'avais une valise en soute
et un gros sac à dos de trek que j'ai trouvé en promo d'ailleurs sur internet. Ça aussi, si vous en avez pas, il faut penser à l'acheter. Donc il y a de très très bonnes marques de sacs mais qui coûtent un peu plus cher. Moi j'ai eu la chance qu'il y avait une période de solde et du coup j'ai eu un très bon sac qui pouvait contenir pas mal de kilos et de litres de quantité que voilà, pour un prix assez intéressant. Je crois que je l'avais eu à 48 € au lieu de 80, un truc comme ça. Donc qui était vraiment chouette. Donc ça c'est à vous de vous débrouiller, vous cherchez sur internet etc. petit à petit, mais vous savez que vous avez besoin d'un sac. Moi j'avais aussi regardé beaucoup sur internet les idées de blogs de voyageuses etc. pour me donner des idées sur ce que je devais amener, penser à prendre. Donc des trucs tout bêtes, mais genre une lampe de poche, un cadenas si jamais vous décidez de dormir en auberge de jeunesse pour protéger vos affaires. Si vous avez besoin de premiers soins, donc des pansements, des antiseptiques, enfin toutes ces petites choses que j'avais listées sur Excel pour savoir que ok, petit à petit j'allais pouvoir savoir quoi prendre. Et même avant mon voyage, genre j'ai commencé à faire mes valises, pas 2 jours avant, mais déjà 1 mois avant, j'ai commencé à préparer mon sac en le rangeant, en pliant bien mes vêtements à l'intérieur, en retirant au fur et à mesure, en me rendant compte que ça ne servait à rien, j'allais pas les porter. Enfin voilà, donc voilà, prendre un carnet, un stylo pour pouvoir écrire, même si en fait dans l'absolu je m'en suis presque pas servie parce que t'as pas le temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié pour mon passeport parce que je n'avais pas de passeport, donc ça c'est la première chose que j'ai fait. J'ai acheté un timbre fiscal sur internet et puis après après tout est expliqué sur le site internet, mais en gros après tu dois prendre rendez-vous en mairie pour aller chercher ton passeport et il faut faire attention parce qu'il y a souvent des délais de plusieurs semaines. Le passeport, j'avais payé le timbre fiscal 80 €, mais bon après c'est valable 5 ans je crois. Donc ça c'est plutôt bien. J'étais allée le retirer en temps et en heure en janvier ou en février, donc c'était pile poil dans les clous, je partais qu'en mars, donc c'était très bien. Donc ça au niveau administratif, petit à petit en fait je me rassurais sur tout ce que j'avais à faire. Après il faut penser à vérifier ce qui est médical, donc outre le fait que vous avez on va dire des essentiels à emmener avec vous parce que vous n'avez pas forcément une pharmacie sous la main si un jour vous vous blessez ou que vous vous égratignez, etc. Donc voilà, des petits antiseptiques, un petit désinfectant, une crème anti-moustique, ça très important, crème anti-moustique et un spray, enfin surtout si vous partez dans ces pays, donc un spray qui est compatible et qui est assez efficace nuit et jour pour badigeonner sur vos fringues et sur votre peau parce que c'est jamais agréable de se faire piquer. Ensuite, si vous sentez le besoin, vous pouvez amener votre carnet de santé, même si ça sert à rien dans l'absolu. Si vous avez les trucs de base, des trucs pour le mal de ventre, pour le mal de tête, pour les nausées, pour les piqûres, pour les égratignures, des pansements, de la biafine si vous prenez des coups de soleil, une crème solaire. Voilà, après je pense que c'est des bases. Le reste, vous l'avez là-bas. Donc sans grand risque. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément dire les mots des médicaments dans d'autres langues, en anglais en tout cas pour la Thaïlande, parce qu'ils ne parlent pas forcément français. Et c'est vrai que ça peut être utile déjà d'avoir quelques petits mots de vocabulaire au cas où vous avez mal à la tête, mal au ventre, etc. pour savoir dire ce que vous avez. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé au niveau des vaccins. Alors là, j'étais un peu perdue parce que il y avait recommandé des vaccins sur... comment ça s'appelle? Pour les moustiques, là, je sais, j'ai perdu le nom. Bref, ça me reviendra peut-être. Donc il y avait des recommandations sur certains types de vaccins. Mais je suis vraiment contre les vaccins de base, surtout que je pars du principe que tu affaiblis ton organisme en t'injectant une petite dose du truc. Donc déjà, c'était peut-être pas nécessaire dans mon cas, on va dire, de m'affaiblir. Et puis ensuite, j'ai un petit peu regardé sur internet les pour et les contre. Donc j'ai essayé de voir s'il y avait vraiment tant de risques que ça à tomber malade ou en tout cas à choper un truc. Et finalement, ce qui en ressortait, c'était franchement que ça craignait rien, que c'était clairement safe, que c'était propre comme pays maintenant. Je veux dire que vous partez pas, en tout cas pour quelqu'un qui part en Thaïlande, vous partez pas en Papouasie, quoi. Je veux dire, c'est pas sale. En tout cas, si vous allez dans des lieux touristiques et si vous avez un minimum d'hygiène et que vous lavez les fruits que vous achetez sur le marché ou que vous buvez de l'eau à chaque fois en bouteille, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas non plus psychoter. Et au pire, admettons que je serais tombée malade, c'est ce que je me disais. Admettons que j'ai chopé un truc là-bas.
je risque pas plus de crever là-bas que d'ici d'une infection dans le métro, sur la barre du métro. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, j'ai dit, bon, fuck les vaccins, fuck les médicaments, je pars, et puis on verra bien. Je suis partie du même principe que ici. Et en fait, je n'ai strictement rien eu, mais genre rien eu. Et il y a plein de fois où j'ai mangé des fruits sur les étals à Bangkok qui avaient traîné je ne sais pas combien de mains différentes qui avaient été coupées par des mains de dizaines de Thaïlandais qui étaient déjà coupés, qui étaient en plein air. Et ben je peux vous dire que je n'ai rien eu. Et pourtant, j'en ai mangé des morceaux de mangue et des papayes en plein air qui auraient pu avoir été touchés par 10 000 personnes. J'ai rien eu. Donc franchement, voilà. Après, je pense que c'est plus une question de logique. Effectivement, on va plus faire attention sur des produits carnés ou des poissons qui sont peut-être pas très cuits ou qui sont dans la rue parce que c'est pas dans des restaurants et qu'il y a peut-être des ruptures du froid, etc. Mais encore une fois, je veux dire, voilà, quand bien même tu tombes malade et que tu as la tourista pendant 4 jours, bon, c'est un peu pénible parce que tu es en voyage, mais il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des très très bons médecins là-bas et de toute manière, vous avez à vérifier avec votre banque ou votre assurance, mais on a tous en fait une assurance normalement voyage, hein, donc ça, renseignez-vous aussi. C'est ce que j'avais fait, du coup j'avais regardé un petit peu, est-ce qu'il faut que je prenne une assurance ou pas. J'étais un peu paniquée, j'étais là, mais j'y connais rien. Bah ouais, on n'y connaît rien, mais personne n'y connaît rien en fait tant qu'on se met pas le nez dedans, et du coup bah tu cherches par toi-même sur internet et tu te rends compte que tu trouves les solutions. Et du coup j'avais comparé un petit peu les assurances, mais je m'étais dit, mais attends Marie, tu payes une banque, des fois les trucs c'est dans les banques et tout, donc bref, moi je suis chez la caisse d'épargne et j'avais regardé ce qui existait avec la caisse d'épargne, et en fait j'étais tombée sur mes options tout simplement, et j'ai vu qu'effectivement dans le cas où je partais en voyage, il y avait un rapatriement qui était pris en charge à hauteur de je sais plus combien, donc je m'étais dit ok, donc ça je m'en occupe pas, de toute manière ils vont pas me laisser crever là-bas, donc c'est bon. Ensuite je me suis posé la question pour l'argent. Comment faire, combien ça vaut. Donc là-bas c'était des bahts, donc il faut savoir qu'en Thaïlande la vie coûte rien, ça coûte vraiment pas cher, et encore il y a moins cher dans d'autres pays, je crois au Cambodge c'est encore moins cher, c'est pour dire, mais en gros 150 bahts de mémoire. Je me rappelle que je pouvais me payer je pouvais me payer un massage à 1 heure de massage à 400 bahts, et ça revenait à 5 euros en France. Voilà, pour vous dire. Et en gros, tous les plats dans les restaurants, c'était 100-120 bahts quand ça commençait à être entre guillemets cher, ce qui revenait à du 3 euros. Donc tu peux te payer un entrée plat dessert à 3 euros en Thaïlande sans souci. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment pas cher. Mais je savais pas concrètement comment il fallait faire et si j'allais avoir des coûts de transaction en fait. Donc là, ce que je vous dis, c'est bon à savoir pour la banque. Vous pouvez d'abord demander à votre banque tout simplement la prévenir que vous partez de telle date à telle date et savoir qu'est-ce qu'elle peut vous proposer, parce que si vous partez sans rien prévenir et que vous arrivez une fois là-bas, si vous payez à chaque fois par carte bleue, vous allez avoir des commissions bancaires internationales très chères, ou en tout cas qui vont s'additionner à chaque fois que vous allez faire un paiement bancaire. Moi je comptais bien sur le fait de ne pas payer par carte bleue là-bas, parce que déjà ils n'ont pas de... Vous vous doutez bien que dans la rue, même partout, tout se paye en liquide là-bas. Donc il faudrait que j'aie du liquide sur moi, en bahts, et que du coup je fasse le change en arrivant là-bas. Mais j'allais forcément retirer au moins une fois ou deux, au début ou à la fin ou au milieu du voyage, en fonction de ce que j'aurais besoin. Du coup j'ai envoyé un message à ma banque qui m'a dit qu'ils avaient une option, et c'était 2 euros pour une semaine, je crois, ou 2 semaines. Et si je payais ces 2 euros d'option bancaire, ça me permettait d'avoir 0 frais bancaires pour les retraits, les paiements bancaires en fait, je crois. Du coup j'ai pris ça, j'ai dit ok, bon bah mettez-moi ça. Il s'en est occupé, j'avais rien à faire de spécial. Je savais pas du tout encore comment ça allait se passer pour retirer de l'argent là-bas. Je lisais partout sur les forums, bah vous ferez ça là-bas en arrivant sur les bornes. J'étais ok, d'accord, on verra bien. Je savais juste combien j'avais envie comme budget de ne pas dépasser, et je m'étais fixé un budget de 1 000 euros pour le tout. Sachant que j'avais déjà à peu près 500 qui étaient partis pour l'aller-retour. Une fois qu'on a préparé tout ça, qu'on a vu un petit peu au niveau administratif, qu'on a fait sa liste et qu'on est lancé, on flippe, on est super excité, mais on se dit bon bah qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis là, que je sais que je pars là-bas et que je reviens telle date. Bah on prépare l'intérieur, le contenu de son voyage. Qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire,
je savais que je serais toute seule. Et ça, c'est impressionnant. Je pense que je garderai ça pour la suite de ce qui s'est passé, on va dire, concrètement, comment je l'ai vécu dans un autre épisode, parce que sinon, ça va être trop long. Mais voilà, ensuite, ce qu'il faut un petit peu organiser, c'est savoir ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez visiter comme ville, etc. Donc j'avais acheté un carnet, un livre de la Thaïlande, et j'avais regardé un petit peu les villes à faire, à voir, etc. Et la distance par rapport à Bangkok, parce qu'en savoir que j'arrivais à Bangkok et je repartais de Bangkok. Et de là, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu long parce qu'il faut se réfléchir sur ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, comment, si tu veux aller dans telle ville, comment tu y vas depuis Bangkok, etc. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai décidé de faire Bangkok 3 jours, Chiang Mai au nord 3 jours à peu près, et 3 jours sur une île pour un peu varier les environnements, sur une île donc au sud, à Koh Samui. J'hésitais entre Koh Tao, non pas Koh Samui, j'hésitais entre les 3 îles, Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao. Finalement, je suis allée à Koh Phangan sur choix, après lecture de forums, de livres, etc. Ce qui était moins facile, c'était pour l'organisation du retour avec les ferries, les bateaux, les avions, les machins, pour que ça arrive à temps pour reprendre le vol à Bangkok jusqu'à Paris. Donc en fait, tout ça, ça demande vachement d'organisation, mais quelque part, c'est hyper excitant. Et je vous assure que voilà, l'avant-voyage, c'est presque aussi génial que le voyage en lui-même. Donc moi je me suis occupée de mes réservations de vols internes sur le site AirAsia qui est super. Ne le faites pas au dernier moment, il y en a qui disent ok vous pouvez prendre le vol au dernier moment depuis votre téléphone quand vous êtes à Bangkok. Enfin ok tu peux faire ça si t'es à l'aise. Moi personnellement je préfère tout faire en avance. Ça me rassurait quand même, c'était mon premier voyage. J'avais besoin en fait d'avoir quand même des cadres et de me dire ok je sais que de tel jour à tel jour je suis là et qu'ensuite là j'ai un vol de là à là-bas, je sais que je vais gérer là-bas. Après, le contenu dans les villes, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je me gardais quand même beaucoup d'inconnus exprès pour me challenger, mais j'avais quand même les repères d'avoir déjà les vols parce que je savais pas non plus si j'allais avoir internet là-bas. Enfin bon, tout plein de choses. Moi, j'ai décidé de pas prendre de crédit téléphonique. Je me suis dit que j'allais utiliser toutes les Wi-Fi qu'il y aurait à chaque fois dans les hôtels, les auberges, les cafés parce qu'il y a le Wi-Fi partout plutôt que de payer pour avoir une carte et pouvoir appeler mes proches alors que de toute façon il existe WhatsApp, ce qui marche très bien. Donc je disais, je me suis un peu perdue, j'ai réservé tous mes vols internes sur AirAsia qui étaient du coup, je me rappelle que j'ai payé à peu près 40 € pour faire Bangkok jusqu'au nord, Chiang Mai, en avion, enfin ça coûte rien. 40 €, voilà, c'est que dalle, et c'était 1 heure de vol, parce que comme j'avais très peu de jours enfin j'avais que 10 jours, bah, je voulais pas les perdre dans des heures de bus. Après, si vous restez plus longtemps, le truc le moins coûteux, c'est de prendre le bus. Après, à vous de voir si vous êtes prêt à faire 10 heures de bus en crapahutant. Voilà. Après, ça, c'est des choix, c'est chacun. Moi, j'ai quand même un petit besoin de petit confort. C'est comme ça. Je l'assume, tout comme j'ai assumé de réserver mes nuits seule à chaque fois en chambre individuelle parce que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. Je me paye mes vacances et payer 8 € au lieu de 5 € mais être toute seule, bah moi je préfère payer 8 € la nuit parce que j'ai payé 8 € la nuit à Bangkok pour être dans un truc très bien. Alors oui, c'était pas le truc avec 4 étoiles et la piscine, mais franchement, tu passes ta journée à crapahuter dehors et à visiter, tu t'en fous d'avoir une piscine ou quoi. J'avais la salle de bain qui était commune, j'avais ma chambre qui était fermée avec ma clé et machin, c'était très bien. Et puis je prenais 3 douches par jour parce que de toute manière tu transpires comme pas possible là-bas tellement il fait chaud. Mais voilà, j'ai décidé de payer quand même un tout petit peu plus cher, mais pour être toute seule et pas être dans des auberges de jeunesse alors que j'aurais pu payer 2 € la nuit. Mais j'avais pas envie d'être avec des gens. Et puis c'était pas le même état d'esprit en plus parce que dans les auberges de jeunesse qu'il y avait, ou en tout cas les trucs avec les chambres partagées, c'était beaucoup de fêtards, etc. qui s'endormaient sur les coups de 3 h du matin, ivres morts, je schématise, hein, il n'y avait pas partout que ça, mais qui se levaient à 15 h encore bourrés, et c'était pas le même délire en fait. J'y allais aussi dans une espèce d'introspection et tout, donc bon. Et en fait j'ai rencontré plein de gens comme moi, donc preuve en est qu'on trouve en fait beaucoup de gens qui sont comme nous, et qui ont la même volonté de se retrouver, et de se laisser porter, et de se faire un peu peur, et en même temps de découvrir quelque chose d'incroyable. Enfin, quand je suis revenue, je me suis dit quand est-ce que je repars. Bon, après les circonstances financières, économiques et puis tout le reste a fait que c'est pas encore d'actualité,
mais je sais très bien que je repartirai seule, c'est clair. Ou accompagnée, mais dans ce même état d'esprit de partir loin, dans un pays du style comme ça, peut-être le Cambodge ou autre. En tout cas, voilà, pour la technique des vols internes, AirAsia ou les bus, vous avez tout sur internet. Je sais pas encore comment on fait pour les épisodes et tout, mais j'essaierai de vous mettre des liens. Après, de toute manière, j'avais posté un article sur le blog à ce sujet, donc j'avais quand même mis pas mal d'infos. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le blog par rapport au voyage et par rapport à l'organisation. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses sur la préparation et l'avant-départ. Ce que je peux dire déjà, c'est que on entend souvent que voyager seul et loin, c'est l'inconscience totale. Des fois, on entend des idées reçues de nos proches comme ça qui disent mais t'es fou, n'importe quoi. Le problème, c'est que tu peux passer ta vie à raisonner avec des si. Et si il m'arrive ça? Et si je perds mes affaires? Et si je tombe? Et si je me fais agresser? Et si il y a un accident d'avion? Et si je perds mes bagages? Non mais zen, enfin, t'as tes deux jambes, il va rien arriver. Et si tu passes ta vie à mettre des si au début de chaque phrase, tu ne fais rien. Et si, bah ouais, mais et si, de toute manière, la vie, elle est très très courte. Elle tient à pas grand chose, je peux en témoigner personnellement et familial. Voilà, ce week-end il est arrivé quelque chose dans ma famille qui fait que la vie elle est aberrante. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain et on ne sait pas pourquoi, et c'est parfois pas juste, c'est jamais juste quand ça s'arrête d'ailleurs. Ça ne s'explique jamais forcément et pourtant ça arrive. Donc moi j'avais rien à perdre, toi non plus tu n'as rien à perdre, si ce n'est que de profiter. De ce principe, de ce point de départ-là, si tu as envie de partir quelque part, si tu n'es pas encore parti en voyage, fais-le. Si tu es jeune, si tu es vieux, si peu importe que tu aies une jambe en moins, que tu aies une maladie, si tu peux partir, pars. Si c'est pas très loin, peu cher, pars. Si tu dois mettre un petit peu de côté de l'argent et te priver quelque temps de sortie, ou en tout cas éviter d'acheter des conneries, des fringues que tu n'as pas besoin, des choses comme ça, mets de côté et pars, kiffe, prends plaisir, prends un billet, tu verras ce qui arrivera, il peut rien t'arriver. Sérieusement, ça a été la plus chouette expérience de ma vie, sûrement parce que c'était la première fois que je partais, que je suis partie aussi sans a priori et que je suis partie aussi sans attente et sans espoir particulier de trucs incroyables. Je suis partie juste en me disant ok, bah tu profites de ce qui va se passer et tu verras bien. Et le plus bizarre, c'est que en fait je partais vraiment avec l'idée de me ressourcer et de partir en vacances pour la première fois de ma vie, vraiment mes vacances payées par moi, par mes sous gagnés durement. Et c'était déjà une petite appréhension, et j'avais aucune culpabilité à dépenser cet argent parce que c'était vraiment la liberté. Et le plus fou, c'est que je stressais, mais c'était une excitation plus qu'un stress en fait avant. Et alors bon, j'avoue que les nuits précédant le départ, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais super excitée. Et en fait, j'avais peur un petit peu. Et au moment où j'ai posé les fesses dans le siège de l'avion, à côté de ce couple américain qui repartait ou qui faisait un road trip dans tout le monde entier, ou je sais plus ce qu'il faisait, au moment où j'ai posé mes fesses dans l'avion, c'était parti quoi. J'avais plus peur du tout. C'était assez bizarre. C'est comme si ça s'était envolé et que je m'étais dit bon bah allez, YOLO quoi, c'est parti et c'est parti. Et puis de là, de toute manière, qui vivra verra. Et s'il arrive un pépin, eh ben je me sortirai les doigts du comme on dit. Il y a toujours des solutions. Les êtres humains, qu'ils soient à Paris ou à Bangkok, on est tous des êtres humains. On est tous des petits êtres vivants qui ont chacun notre parcours et il peut rien m'arriver. Et le vol était très long, très très long parce que c'était chiant, c'était pénible, j'aime pas rester assise pendant des heures. C'était fatigant, mais à un moment où tu poses... c'était magique. Le départ, c'était magique, c'était je pose mes fesses dans cet avion et en plus c'était très confortable. Hein. Pour autant, Qatar Airways, bravo, on est bien servi.
par contre je précise, la bouffe de l'avion c'est dégueulasse, mais on s'en fout, c'est du détail. Mais c'était magique, cette sensation où tu t'assois dans ton siège et tu te dis bon bah allez. C'était trop bizarre. Donc là je pense que j'ai assez bavardé. Je vais en garder pour le prochain épisode parce que je ne sais pas si ce sera l'épisode 2 ou si ça sera un prochain épisode qui sera la suite de ce premier sur le thème du voyage seul. Surtout quand on est une femme pour le coup, parce que moi ça me concerne. Mais ça peut concerner aussi les hommes en fait, un peu, enfin, les solitaires. J'en ai rencontré pas mal des solitaires hommes là-bas. Et si vous voulez bien, si ça vous intéresse, je pense qu'on recevra quelqu'un qui est parti à l'étranger aussi, qui est aussi une femme et qui est aussi partie seule plusieurs fois et qui a bien envie de participer, je crois. Et je pense que ça serait sympa qu'on puisse raconter mutuellement nos voyages et nos anecdotes un peu incongrues qu'on a vécues quand on était là-bas, chacune dans un pays différent. Pour moi, c'était la Thaïlande. Pour celle que je recevrais, probablement, c'était l'Indonésie et l'Australie. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots voyageurs. Et je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine fois, et surtout n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à cette expérience et aux préparations en amont. Il y a sûrement des choses que j'ai oublié de dire. Je ne suis peut-être pas, je suis peut-être passée à côté de certaines choses. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et puis sois sage, hein, et puis parle fort.